Amechad, votre émission, l'émission qui donne la parole aux représentants des communautés juives, qui j'espère nous permettra de mieux nous connaître aujourd'hui. C'est la deuxième émission avec Serge Achtenberg, président d'honneur de Radio J. Dans le précédent épisode, vous nous parlez de votre naissance, de vos premières années de militantisme, et on est arrivé à la naissance du renouveau juif. L'objectif du renouveau juif était bien sûr de se battre contre l'antisémitisme et de soutenir l'État d'Israël, quel que soit le gouvernement qui était à sa tête. Je veux dire par là qu'il y avait d'autres mouvements à Paris, d'autres organisations, mais qui étaient en général plus ou moins affiliés à des partis israéliens. À l'époque, le Likoud bien sûr, ou d'autres partis de la droite israélienne, mais aussi bien sûr du Parti travailliste qui était à la tête d'Israël encore à ce moment-là. Le renouveau a voulu surtout utiliser déjà les moyens modernes, qui étaient moins modernes que ceux d'aujourd'hui par définition, mais par la presse, et on faisait des actions qui étaient spectaculaires et qui étaient reprises dans les journaux, à la télévision ou dans la presse. Alors par exemple, quand on avait beaucoup de choses à reprocher déjà à l'AFP, à l'agence France Presse. Et nous les accusions de vivre de l'argent du pétrole, de l'argent arabe. Bon, il est vrai que les pays arabes payent une grande partie des rentrées financières de l'AFP, des abonnements à des prix importants et en quantité. Ça doit représenter peut-être le tiers de leur budget. En tout cas, ça le représentait. Et donc, on a été faire une manifestation devant l'AFP, place de la Bourse, avec un chameau qu'on avait été loué dans un cirque, qui avait des barils de pétrole sur lui, des gens qui étaient habillés en arabe, en tenue traditionnelle, voilà, et on a été défilé, on avait des panneaux avec des slogans. Voilà un des exemples. On a, au moment de la campagne, on en voulait beaucoup à Giscard d'Estaing. Et au moment de la campagne électorale, Giscard contre Mitterrand, on a sorti un tract qui a fait un bruit énorme à l'époque, parce que Giscard était parti en Jordanie quelques semaines avant, et de la frontière jordanienne, il n'avait pas voulu venir en Israël, il avait refusé l'invitation du gouvernement israélien, mais de la frontière, avec le roi de l'époque, il avait regardé Israël avec des jumelles. Il n'y a pas de photo de cela. Il n'y a pas de photo. Mais ça a été relaté partout. Quelque temps après, il était en Algérie, je crois, et il va assister à une course de dromadaires. Et là, il reprend des jumelles pour suivre la course de dromadaires. Et là, il y a des photos. Nous prenons une de ces photos. C'était une idée de Daniel Buck, qui était un des militants du Renouveau. Nous prenons cette photo et nous écrivons « Cet homme est dangereux ». Nous n'écrivons pas qu'il est en train de regarder Israël avec ses jumelles. Alors il disait mais non, mais moi j'ai jamais été photographié et j'ai jamais été... Bon. Mais nous on n'a pas écrit que ça avait été pris à la frontière. Mais tout le monde dans sa tête a fait le rapport. Et ça a été considérable, et d'ailleurs dans le débat qu'il a eu avec Mitterrand à la télévision, le débat des deux candidats finalistes, Mitterrand a sorti ce tract du renouveau juif. C'était pas rien. On était vraiment l'organisation qui, sur le plan politique au sens large du terme, était la plus active en France. Et les 12 heures pour Israël ? Idée suivante, la création des 12 heures pour Israël,
qui était un peu l'idée de la fête de l'UMA, mais juive. Bon, avec évidemment un autre profil, mais c'était un petit peu une fête populaire, politique, où toutes les organisations pouvaient avoir un stand. Bon, et elles ont eu des stands, que ce soit le consistoire, le Fonds social, des dizaines d'organisations ont fait des stands, et on a eu, sur une journée, plus de 100 000 personnes, ce qui est énorme, et ce qui était un risque financier important. Alors, la première fois, ça s'est fait avec l'appel unifié, et la deuxième fois, parce qu'évidemment ça pouvait jamais aller très bien, on pouvait pas faire deux fois ensemble, parce qu'on avait fait une fois, donc la deuxième fois ils ont refusé de le faire avec nous, on l'a fait tout seul. Bon, avec tout ce risque financier que ça créait, on l'a fait deux fois. Donc la deuxième fois, c'est moi qui étais responsable de l'organisation, et on a bâti Porte de la Villette pour une journée de manifestation. On a bâti une petite ville où, encore une fois, plus de 100 000 personnes sont venues. Ça a été extraordinaire. Il faut dire que ces manifestations ont réellement changé la vie communautaire juive, non seulement à Paris, mais en France. Parce que on se souvient d'un des barons de Rothschild, la première fois que nous avions organisé Porte de Versailles, qui était là et qui regardait cette foule et qui dit à mon frère: mais c'est pas possible, tout ça, c'est des Juifs, c'est la communauté. Il était ébahi lui-même. C'était un grand militant, mais il ne connaissait pas, je dirais, les Juifs au quotidien. Et ça a été quelque chose d'extraordinaire. Derrière ça, il y a eu des cours de toutes sortes, de pensées juives, tout ce qu'on veut, des mouvements de jeunesse qui se sont développés, des organisations de vacances. Enfin, c'était une renaissance pour la communauté juive française. Et ça, parce que ça a eu des répercussions dans toute la France. Ça a été le travail d'un groupe. Mon frère, bien entendu, qui était président du Renouveau Juif, Henri. Il y avait Daniel Buck, dont j'ai déjà parlé. Il y avait Jacqueline Friedman. Il y avait les deux frères Sokol. Enfin, il y avait encore pas mal de monde. Et parmi eux, il y a eu ceux qui ont, avec moi, monté Radio J. C'est-à-dire que ça a été une décision du Renouveau Juif de faire une radio. C'était au moment où il y avait les premières radios sur la France, parce que François Mitterrand, dans sa campagne électorale, avait dit « je libérerai les ondes ». Ce qui était déjà le cas en Italie, dans d'autres pays. Oui, mais en France, il y avait 3 radios, 4 radios. En France, c'était national. Europe numéro 1 avait des bureaux à Paris, mais l'émetteur était en Sarre. Radio Luxembourg, l'émetteur était au Luxembourg. Il n'y avait pas... Et c'était des frais considérables. Il n'y avait pas, à part les radios nationales, je ne sais plus à l'époque, France Inter, Radio Bleu, je sais pas quoi. Il y avait les radios de France Inter, RTL, Europe et RMC. Et RMC, oui. Qui émettait de Monaco. Oui, RMC, bien que la France ait une participation dedans, l'État français émettait de Monaco. Ce qui me fait penser que parmi ceux qui étaient là aussi, il y avait Gérard Inger, qui ensuite a été le numéro 2, je crois, d'RMC à Monaco. Donc on a monté Radio J, on a été les premiers à lancer cette idée. On a fait un tour de table pour savoir quel serait celui d'entre nous qui deviendrait le patron de la radio. On était 3 candidats et mes amis du Renouveau m'ont élu, moi, pour être le candidat à la présidence de Radio J. C'est comme ça que je suis devenu, et c'est comme ça que j'ai monté Radio J avec
Tout le monde n'est pas venu, parce que pas tout le monde voulait s'en occuper, mais il y a eu les frères les frères Sokol, il y a eu Girozanovic, il y a eu encore 2-3, et nous avons bâti Radio J de cette manière. On a mis tous, et pas que ceux qui ont monté la radio, on a mis de l'argent de notre poche pour acheter un émetteur. On a loué un studio, mais pas un studio de radio, un studio d'appartement tout en haut de Belleville. Rue du Borrego. Rue du Borrego, à l'endroit le plus haut de Paris. Et nous avons commencé comme ça. Je me souviens, l'émetteur à l'époque, c'était un émetteur italien, de fabrication italienne. On l'avait payé 50 000 francs de l'époque. Je dois dire que ce serait aujourd'hui probablement 30 000 euros. L'équivalent de 30 000 euros, je ne connais pas les prix aujourd'hui, mais au moins l'équivalent de 30 000 euros, ce qui n'est pas rien. Et on a commencé comme ça, que des bénévoles. Voilà. Donc, à l'époque, on allait faire des informations le soir. Première émission, 17 juin 81. Absolument. C'est quand même quelque chose de fantastique. Alors, vous êtes gentil, vous avez rappelé que je suis président de Radio J, président d'honneur de Radio J, mais j'ai surtout été, avec mes amis, le créateur de la radio. C'est peut-être le titre le plus important. Hein. Et le créateur, et ensuite Radio J, en fait, ça a suivi depuis toutes ces années une ligne éditoriale, pour ne pas dire idéologique, mais éditoriale, toujours la même. Ça veut dire l'ambition, c'est... J'en étais le gardien. Exactement. L'ambition, c'est dans le désordre, c'est la communauté, Israël, l'histoire, la Shoah, l'histoire juive, oui, la culture juive. Le yiddish, le judo-espagnol, l'oriental, etc. C'était vraiment... Bon, alors, je ne rentrerai pas dans le détail de tout ce qui s'est passé à l'époque, mais ça a été une bagarre sans nom devant les tribunaux, devant les rabbins, devant... Ces bagarres ont duré jusqu'en 87. Elles ont été longues, elles ont laissé des traces. Moi j'ai mis mon mouchoir sur beaucoup de choses, parce qu'il faut bien arrêter un moment, mais malgré tout, il y a quand même des traces qui sont restées. Est-ce qu'il y a un événement durant toutes ces décennies qui, en tant que président de Radio J, vous a marqué? Oh, il n'y en a pas eu un. Si vous devez choisir un qui vous concerne. Pendant les guerres d'Israël avec le Hezbollah, par exemple au nord d'Israël, je suis allé pratiquement à la ligne de front. J'étais pas au milieu des soldats, je raconte pas d'histoire, mais j'étais sur la ligne de front, à quelques dizaines de mètres. J'étais à Sfat au moment où il y a des roquettes qui sont tombées sur Sfat. J'étais là avec Michel Aziza, le frère de Frédéric Aziza. Nous étions tous les deux sous les roquettes. Il y a plein de choses à dire. Moi, je me rappelle au moment où les Scuds irakiens tombaient sur Tel Aviv. J'étais là quand les Scuds sont tombés et j'étais à l'hôtel d'Anne au moment où le premier Scud est arrivé et la sécurité est venue dans les chambres. Ils ont frappé à la porte, ils ont ouvert la porte. Et ils avaient des masques sur la figure. On se serait cru dans un film avec les Martiens qui débarquaient sur Terre. Et quelques secondes après, le premier Scud a éclaté à moins de 200 mètres de l'hôtel d'Anne. Bon, je mériterais de raconter pendant un quart d'heure tout ce qui s'est passé en ce temps-là. Bon, il y a eu l'épopée des Juifs d'Éthiopie. Où on peut dire que vraiment, on a fait connaître à la communauté juive de Paris et de France qu'il y avait des Juifs en Éthiopie, quelle était leur situation,
Et nous avons fait une collecte sur une journée. Alors à cette époque, nous étions associés avec le Radio Shalom de l'époque. C'est plus les mêmes dirigeants. Et nous Ça avions... s'appelait Radio J Shalom. Et on s'appelait Radio J Shalom. Et avec le renouveau, et nous avons fait une collecte d'une journée pour aider les Juifs d'Éthiopie qui arrivaient en Israël. Et nous avions ramassé à l'époque 1 million de francs. C'est-à-dire comme aujourd'hui, probablement l'équivalent de 500 ou 600 000 euros. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Comment les gens avaient été généreux. Bon. Voilà des choses qu'on ne peut pas oublier. Ben, ça mérite, on fera peut-être, voilà, on se fait une promesse, si vous êtes d'accord, de faire une série sur l'histoire de Radio J. Avec plaisir. Serge Hardenberg, merci. Je suis ému. Je vous dois énormément. Si je suis à la Radio J, c'est grâce à vous. Vous voyez, j'ai du mal à parler. Et je suis très ému d'être devant vous et de vous entendre parler de Radio J qui nous a unis pendant toutes ces années. Et Bezrat Hashem, jusqu'à 120 ans, qu'on reste ensemble. Kol hakavod pour tout ce que vous avez fait, pour toutes ces années de militantisme. On n'a pas parlé de l'Allemagne, vous avez fait de la prison là-bas. C'était avant la radio. On n'a pas parlé de combat pour les réfugiés, pour les Juifs du RSS. On a fait un travail énorme là-dessus aussi. Grâce au Laurent et d'autres. Voilà, la famille Laurent. Annie, bien sûr. Pour les Juifs durs. Mais ça mériterait qu'on en reparle, effectivement. On va faire une série. Faut le rappeler à nos auditeurs anciens et aux jeunes, leur apprendre ce qui s'est passé à l'époque. Mais vous savez, cette radio, elle s'est faite aussi grâce aux militants, comme vous, Nélou, et comme d'autres. Et c'est vraiment un ensemble. Ça a été quelque chose d'extraordinaire. J'ai pour habitude de finir l'émission en disant aux invités, Radio J est votre maison. Pour vous, je veux pas vous dire Radio J est votre maison, c'est votre maison. C'est grâce à vous que Radio J existe, puisque vous êtes non seulement président d'honneur, mais créateur de cette radio. Rendez-vous bientôt pour une autre émission à Mechad. C'est Hardenberg. Avec plaisir. Merci. Au revoir. Au revoir Nélou, au revoir aux auditrices et aux auditeurs.